Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Bernard Lomont, qui est chercheur à l'IFSTAR et qui a été le responsable de l'enquête SAM, l'enquête stupéfiant accident mortel, qui a fait une très large part à l'alcool. Et l'alcool est l'objet de notre entretien aujourd'hui. Bernard Lomont, bonjour. Bonjour. Lorsque nous avons lancé les premiers entretiens de la Ligue, nous avons choisi de parler de la vitesse prioritairement. Or, ces dernières années, partout, nous entendons que c'est l'alcool qui est fléché comme le facteur prioritaire de mortalité sur la route. Qu'en pensez-vous ? J'ai envie de vous répondre que c'est compréhensible. La vitesse, c'est un facteur qui est tout le temps présent dans l'accident. Et de fait, on a tendance à l'oublier et on a tendance à n'évoquer que ce que j'appelle les surfacteurs, c'est-à-dire les facteurs qui vont aggraver le facteur vitesse pour une vitesse donnée. C'est-à-dire le risque va être augmenté par une consommation d'alcool, par une conduite sous l'emprise du cannabis, par la prise de certains médicaments, etc., etc. Pouvez-vous nous parler des associations de facteurs de risque comme l'association vitesse-alcool, cannabis-alcool, etc. Oui, comme j'ai commencé de l'évoquer pour la vitesse, qui est un facteur de base auquel viennent s'ajouter d'autres facteurs. Quand je dis s'ajouter, je ferais mieux de dire viennent multiplier le risque d'accident. En effet, en biologie en général, et en particulier dans le domaine de la sécurité routière, les facteurs ont tendance à se multiplier entre eux. C'est-à-dire que si vous accumulez le fait d'être jeune, par exemple, qui multiplie de novice, qui multiplie par 2 votre risque d'accident, avec une consommation d'alcool qui multiplie pour une dose moyenne votre risque par 8, si vous associez les deux, vous allez augmenter votre risque par 2 fois 8, c'est-à-dire 16. Et si vous rajoutez une consommation de cannabis qui va encore multiplier votre risque par 2, votre risque ne cesse de se multiplier plus vous accumulez les facteurs. À votre avis, où se situe véritablement l'enjeu pour lutter contre la mortalité due à l'alcool au volant ? Alors l'enjeu, on le connaît bien, alors que la conduite sous l'emprise de l'alcool est interdite pour des alcoolémies au-delà de 0,5 g en France, eh bien, le tiers des morts peut directement être imputé à l'alcool. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, tout le monde cessait de conduire sous l'emprise de l'alcool, le nombre de morts sur les routes diminuerait immédiatement d'1 tiers. Bon, il y a peut-être en fait une autre manière de répondre à votre question par rapport à l'enjeu alcool. La question est comment peut-on réduire le nombre de morts directement imputables à des conduites sous l'emprise de l'alcool ? Eh bien, évidemment, la première solution à laquelle on pense, c'est de réduire le nombre de conducteurs circulant sous l'emprise de l'alcool, c'est-à-dire faire que leur proportion soit de plus en plus faible, voire nulle, que plus personne ne conduit sous l'emprise de l'alcool. En fait, on ne l'a pas trop remarqué, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, déjà le tiers des morts était imputable à l'alcool. Aujourd'hui, on a toujours le tiers des morts imputables à l'alcool. Or, globalement, le nombre de morts a considérablement baissé sur nos routes. Alors, est-ce que ça veut dire que les conducteurs sont soudain devenus raisonnables et cessent de conduire sous l'emprise de l'alcool? Pas du tout. En fait, les consommations d'alcool observées, telles qu'on peut les estimer sur nos routes, n'a changé en rien. C'est-à-dire ni le nombre de conducteurs qui conduisent alcoolisés, ni même l'importance des alcoolisations de ces conducteurs. Alors, comment expliquer le phénomène? Eh bien, on l'explique par la réduction des vitesses. C'est-à-dire que le fait d'avoir réduit les vitesses depuis une dizaine d'années en France a fait baisser le nombre de morts, mais aussi bien le nombre de morts imputables à des conducteurs qui n'ont pas bu qu'à des conducteurs qui ont bu. Et donc, quand on dit que la mortalité a été réduite de moitié, le nombre de morts imputables à l'alcool a été réduit dans les mêmes proportions, sans que les conducteurs soient devenus plus raisonnables par rapport à l'alcool. En d'autres termes, le meilleur moyen qu'on a trouvé aujourd'hui de lutter contre ce nombre impressionnant de morts imputables à l'alcool a été de réduire les vitesses. De fait, on constate que l'on a réduit les vitesses aussi bien pour les conducteurs alcoolisés que les conducteurs non alcoolisés. Et de fait, la part des morts imputables à l'alcool est restée constante, n'a pas augmenté.
alors que le nombre global de morts a diminué, donc le nombre de morts imputables à l'alcool a considérablement diminué dans les mêmes proportions que l'ensemble des tués sur les routes. Je suis très sensible à ce que vous venez de dire, car effectivement, nous pensons que s'attaquer à la vitesse bénéficie finalement à la lutte contre tous les facteurs et bénéficie également à toutes les classes d'âge. Indiscutablement, réduire les vitesses fait qu'on va réduire l'impact de tous les autres facteurs qui, de fait, par rapport à ce facteur vitesse qui est la cause fondamentale des accidents, ces autres facteurs sont des facteurs aggravants qui vont augmenter le risque d'accident en le multipliant, voire en aggravant pour certains d'entre eux, mais pas pour tous, les conséquences en termes de blessures, de gravité des blessures. Donc, il est clair que si l'on réduit la vitesse des véhicules, on va réduire la part des accidents imputables à l'alcool, au cannabis, aux médicaments, à l'âge, que ce soit les âges les plus avancés ou les plus jeunes. Il n'en demeure pas moins que, ne voulant pas apparaître comme un ayatollah anti-vitesse, il faut quand même se rappeler que fondamentalement, la volonté de base des individus est quand même de se déplacer. Et qu'il est impossible de se déplacer si on n'acquiert pas une certaine vitesse. Que pensez-vous du 0 g d'alcool qui est souvent proposé pour l'ensemble des conducteurs ? Je ne suis pas sûr d'avoir des idées très, très arrêtées sur le 0 g en tant que scientifique, en tant que chercheur. Au sens où ce que je sais, moi, c'est que les morts aujourd'hui imputables à l'alcool sont essentiellement des morts imputables à des alcoolémies importantes. Et donc, si on commençait par supprimer les conduites sous l'emprise d'une alcoolémie au-delà de 2 grammes, par exemple, puis au-delà d'1,2 g, puis au-delà de 0,8, puis au-delà de 0,5, on aurait atteint notre objectif. Et donc, dès lors, la question du 0 g alcool ne se poserait pas. Une autre façon de voir cet enjeu 0 g, c'est que la plupart des études accidentologiques sont concordantes pour dire qu'on ne met pas en évidence une augmentation du risque accidentologique pour des alcoolémies faibles et notamment pour des alcoolémies en dessous de 0,4 g par litre. Pour 0,4 g, la question peut encore se poser. Donc, fondamentalement, on peut s'étonner parce que les études expérimentales, elles montrent un effet de l'alcool, même à faible dose. L'explication serait que dans la vraie vie, sur la route, quand vous êtes sous l'emprise d'une alcoolémie faible, vous avez conscience de cette alcoolémie faible et vous compensez cette faible alcoolémie par une conduite, pour faire simple, qu'on qualifiera de plus prudente. Donc de fait, ça ne se traduit pas par une augmentation du risque d'accident. Dernier aspect par rapport à ce 0 g, si j'en crois l'Académie de médecine, je ne suis pas toxicologue, mais il semblerait que interdire de conduire avec une alcoolémie au-delà de 0 g serait faire de nous tous, des délinquants potentiels, même si nous ne buvons jamais une goutte d'alcool, même si nous sommes jamais enrhumés au point de prendre un sirop qui contient de l'alcool, même si on ne consomme pas le gâteau de la grand-mère qui a mis un peu de rhum dans le gâteau, tout simplement parce qu'en l'absence de toute prise d'alcool, le corps humain fabrique un petit peu d'alcool. Donc le 0 g, de mon point de vue, d'un point de vue strictement, je dirais, cartésien, n'a pas de sens. Après, on pourrait discuter du 0,2 g, qui lui en aurait un. Peut-être qu'effectivement, si demain on ramenait la réglementation à 0 g ou plus raisonnablement à 0,2 g, cela signifierait pour chaque conducteur que dès qu'il a bu un peu, il est, hors réglementation et qu'il n'a pas le droit de conduire. Donc, est-ce qu'on peut espérer que cela entraîne, en gros, un décalage vers la gauche de la courbe des alcoolémies, c'est-à-dire des conducteurs, c'est-à-dire que beaucoup moins de conducteurs conduiraient sous l'emprise de l'alcool parce que du moment qu'ils ont bu un verre, ils savent, sans aucune mesure chimique ou autre, qu'ils sont dans l'égalité. Ça, je ne peux pas, moi, répondre à cette question. Est-ce que c'est intéressant à expérimenter ? Peut-être. Sachant que il y a quand même
On peut considérer, et en tout cas moi je fais cette hypothèse, que le conducteur qui aujourd'hui sur nos routes roule avec 2 grammes d'alcool dans le sang, il sait qu'il a bu, et c'est pas de modifier le seuil de 0,5 à 0,2 ou de 0,5 à 0 qui fera, à mon avis, que ce conducteur arrêtera de circuler. En fait, j'ai envie de conclure ce propos un peu toute direction par quelque chose de relativement raisonnable, à savoir que le 0,5 g, c'est une limite qui, au plan accidentologique, au plan épidémiologique, est une bonne limite. Et à mon avis, il faut faire que cette limite ne soit plus jamais dépassée par personne, mais pas fondamentalement chercher à la diminuer. J'aimerais maintenant savoir ce que vous pensez de cette proposition du 0 g d'alcool pour les conducteurs novices. C'est une question délicate. Du moment que vous me parlez de conducteurs novices, vous m'indiquez des conducteurs qui, au départ, ont un risque supplémentaire par rapport aux conducteurs expérimentés. Ils ont un risque plus élevé d'accident. Ce qui est vrai pour l'ensemble des conducteurs, quel que soit leur âge, est vrai aussi pour les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu mettre en évidence un effet de l'alcool qui serait plus important quand on a 18 ou 19 ans que lorsqu'on a 35 ou 40 ans, globalement, au plan accidentologique. Donc, ça ne se justifie pas par le fait que les conducteurs novices accumuleraient un risque lié à leur inexpérience et un risque alcool avec des alcoolémies à 0,3 ou 0,4 grammes, parce que le risque, en l'occurrence, le risque alcool n'est pas augmenté. Donc ça pourrait justifier, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, pour éventuellement éviter que des jeunes aient des alcoolémies au-delà de 0,5 g ou des alcoolémies à 2 grammes. L'essentiel étant qu'on soit jeune ou pas, c'est de ne pas dépasser une alcoolémie de 0,5 g. Donc, si c'est le seul moyen pour faire que les jeunes n'aient pas des alcoolémies excessives, pourquoi pas? Mais ça ne se justifie pas d'un point de vue strictement épidémiologique. Mais c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, les conducteurs inexpérimentés, que l'on appelle conducteurs novices, ont de base un risque plus élevé que les conducteurs plus âgés. Et donc, ce risque est susceptible de se multiplier avec le risque alcool, avec le risque cannabis, avec le risque médicaments, avec le risque fatigue, avec le risque privation de sommeil, qui peut être relativement fréquent chez certains jeunes en fin de semaine. Bernard Laumon, merci. À bientôt pour un prochain entretien.